Mesdames et messieurs, bonsoir. Un nouveau numéro du Grand Rendez-vous s'installe donc ainsi chez vous et c'est un plaisir de pouvoir compter sur votre présence effective. Toujours bon à savoir la météo. Nous vous invitons donc à suivre celle de demain et on se retrouve tout juste après. Voilà, la carte postale ce soir nous amène à la découverte de la commune de Dassa dans le département des Collines. Bonsoir donc aux populations des Collines. Le menu du grand rendez-vous de ce soir est avec 3 rubriques. Nature et bien-être nous permet de revenir sur un sujet démarré depuis hier, la lèpre. Après avoir parlé de certains signes annonciateurs, on vous dit tout sur comment prévenir et guérir le mal. Heureuse d'Anondé et son invité vous donnent donc rendez-vous tout à l'heure. Passer de l'analogie au numérique, tout le monde y est contraint avec les nouvelles avancées technologiques. Et cela induit un certain nombre de changements dans les différents outils utilisés comme la télévision. Savoir donc choisir son poste téléviseur pour profiter des images de la TNT devient donc incontournable. Avec l'expert du jour, on vous dit comment y arriver. Vous le savez bien, dès le jeudi, Horizon Culture fait son entrée sur le grand rendez-vous et ce soir, Assum Gaba et son invité nous emmènent vers une ethnie du Bénin bien connue de par son patrimoine aussi riche culturellement que diversifié. Il s'agit des Beta-Maribé. Comment mieux valoriser ce patrimoine? On y répond dans un instant. Nous allons aussi nous rendre à la rédaction pour le journal. Nadège Sani est d'ailleurs déjà là ce soir pour la présentation des titres. Bonsoir Nadège Sani. Bonsoir Agnès Bello. Comment vous allez? Très bien Agnès. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Merci à vous Agnès Bello. Le Bénin dispose d'un nouveau code pétrolier. Ce document juridique a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Il vise à renforcer la maîtrise de l'État sur son patrimoine pétrolier. Le gouvernement vient de renouveler l'accord de siège qui lie notre pays à l'ONG Comité Tiers-Monde, une ONG qui œuvre dans le social. Les précisions sur le sujet sont à suivre à 19h45. Et puis, le Sénégal veut réduire ses importations. Cette fois, un projet a été initié pour transformer la mangue et l'anacarde. C'est un projet financé par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Merci à vous Nadège Sani. On a hâte de vous retrouver à 19h45. En attendant, le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer. Horizon Culture. Patrimoine immatériel Tamari, comment mieux le valoriser? On en parle dans un instant, mais avant, je vous invite à suivre ce reportage de Jennifer Sativier. Développer le tourisme, un excellent moyen pour promouvoir un peuple et ainsi contribuer à son essor. Au Bénin,
La région Tamari, dans le département de la Takora, compte bien s'adonner à cette tâche. Étape 1, le recensement des biens immatériels. L'inventaire, elle est vraiment importante en ce sens qu'elle permet à la communauté de doiter un bien comme étant un bien de la communauté, un bien précieux à conserver et un bien qui suscite et qui mérite l'attention. C'est en connaissant la matière première, c'est-à-dire les éléments patrimoniaux de cette localité, donc à travers l'inventaire, qu'on peut maintenant faire une programmation de leur mise en valeur à travers le tourisme. Les Betamaribais sont un peuple qui réside surtout dans les collines et dans les vallées. Ils sont principalement connus pour la construction des Tata Somba, mais en dehors de cela, bien d'autres éléments font leur richesse. Dans l'art culinaire de la localité, un des éléments importants qu'on retrouve dans cette zone, c'est la production de tchoukoutou. Et donc, il va être question de recenser tout le processus de production de tchoukoutou, depuis les graines de sorgho de mil jusqu'à l'étape finale où on a le tchoukoutou. On parlera aussi des danses de la localité. Donc, il y a plusieurs types de danses, il y a le tipenti, etc., qu'on retrouve avec les matériels. Enfin, je dirais un peu tout le savoir-faire lié à la chasse. Vous savez, cette localité pratique vraiment la chasse. Et donc, quand je dis chasse, ce n'est pas une chasse pour détruire la nature, c'est une chasse pour entretenir l'espèce humaine. Recenser le patrimoine culturel immatériel Tamari est donc nécessaire à sa promotion. Mais en dehors de cela, des actions restent incontournables. Des opérations du genre doivent être développées à l'échelle du territoire. En Belgique, les gens ont pris, ils ont transporté. C'est-à-dire, ils ont créé une cité de Tata Somba en Belgique. Et ça empêche maintenant les Belges de quitter leur pays pour venir au Bénin pour voir. C'est des choses qui nous manquent. Le patrimoine culturel, quel qu'il soit, constitue donc le fondement de l'identité culturelle. Sa sauvegarde, sa protection et sa mise en valeur sont alors indispensables au développement. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, comme je vous l'annonçais, ce soir, on parle du patrimoine immatériel Tamari et vous le connaissez, hein, notre monsieur Culture Maison, Assim Gaba, bonsoir. Bonsoir Niat Bello, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Vous n'êtes pas habitué, hein, de cette position-là. Il faut dire que c'est pour la première fois que je me retrouve dans cette position sur ce plateau. Je vous reçois. Mais c'est avec beaucoup de plaisir. Toujours le plaisir est partagé avec vous pour parler de ce patrimoine immatériel Tamari. Le professeur Didier Nda, il est archéologue. Il est archéologue. Il est maître de conférence à l'université d'Abomey-Calavi, archéologue préhistorien. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci, monsieur le journaliste. Alors, il y a quelques semaines, on a surpris sur les réseaux sociaux une initiative qui parle entre griffes de recensement du patrimoine immatériel du peuple Tamari. On se demande, mais comment comment définit-on alors un patrimoine dit immatériel? D'accord, merci, monsieur le journaliste. J'ai aussi surpris, comme vous, sur les réseaux sociaux, cette activité qui est salutaire. Un recensement d'un patrimoine culturel immatériel est vraiment salutaire. Et en ce qui concerne donc le peuple Tamari, en matière de patrimoine culturel immatériel, oui, on ne parle pas de recensement, on parle d'inventaire. Donc, il y a un jeu de mots, un défaut d'appellation. Il y a un défaut d'appellation et l'inventaire du patrimoine culturel immatériel se fait sur plusieurs années. Pour mieux vous l'expliquer, venons-en à ce qu'on appelle, comment est-ce que l'UNESCO définit donc le patrimoine culturel immatériel. Donc le patrimoine culturel immatériel est défini donc comme l'ensemble des pratiques, des représentations, expressions, connaissances, savoir-faire, ainsi que les instruments, les objets, les artefacts, les espaces culturels y afférents. En d'autres termes, le patrimoine culturel immatériel est constitué donc des traditions et expressions orales,
des arts, du spectacle, des pratiques sociales, rituelles et des événements festifs, donc des connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Donc c'est l'article 2 de la Convention de 2003 consacrée au patrimoine culturel immatériel. Donc si je comprends bien, ce ne sont pas que des patrimoines ou des choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on compte dans le lot du patrimoine immatériel. Je vous donne un exemple. Dans la culture tamari, il y a ce que nous appelons donc l'initiation. Et donc pour l'initiation, c'est l'ifoni du country, l'ifoni pour les hommes du country, pour les femmes, les jeunes dames. Et donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont utilisés pour cette fête d'initiation. Et donc vous avez des objets qui sont utilisés. Vous avez des objets qui sont utilisés qui comportent donc l'immatériel. C'est un objet qui recouvre l'immatériel. Et donc cet objet, plus ce qu'il représente par rapport à l'immatériel est pris en compte dans le patrimoine culturel immatériel. Et pourtant, c'est un objet, c'est physique, on peut toucher, mais c'est compté dans le patrimoine culturel immatériel. Parce que ça recouvre une certaine donc, tradition. Il y a une pratique qui tourne autour de cet objet-là. De cet objet-là. Oui. Ok. Et donc, si je comprends bien, en matière de musique, par exemple, il y a des instruments de musique, qui sont comptés dans le patrimoine immatériel. Immatériel, mais parce qu'ils véhiculent donc, une certaine harmonie, un certain son qui ne sont liés que à cet instrument. À cet instrument-là. Oui. Alors, donc, on va fêter alors le mot recensement. Parlons d'inventaire, inventaire de patrimoine culturel. Comment est-ce que ça se passe en réalité? L'inventaire d'un patrimoine culturel, et précisément du patrimoine culturel immatériel, est un travail à la fois technique et scientifique. Donc, à la base, il faut d'abord faire donc, ce que nous appelons les fiches d'inventaire. Et les fiches d'inventaire doivent décliner tous les renseignements que l'on doit avoir sur ce patrimoine que vous voulez recenser. Mais est-ce qu'il y a un guide pour y arriver? Est-ce qu'il y a une façon de s'y prendre quand vous prenez les documents de l'UNESCO, il y a donc tout un document qui est consacré à des outils donc on peut se saisir. Voilà, pour faire donc l'inventaire. Il y a des outils en la matière. Et donc, les spécialistes du Bénin, vous avez à la direction du patrimoine, vous allez à la direction du patrimoine culturel, vous avez donc des spécialistes qui peuvent se qui s'y connaissent et qui peuvent le faire. Bon, nous-mêmes, archéologues, on a donc des fiches d'inventaire et on le fait. Mais il faut d'abord définir donc une fiche d'inventaire. Et donc, quand vous avez la fiche d'inventaire, quand vous prenez par exemple le peuple tamari, son patrimoine culturel immatériel, à un certain nombre de composants. Quand vous avez entre autres, pour que vous puissiez bien comprendre, vous avez donc les fêtes saisonnières. Oui. Donc vous avez les manifestations culturelles, vous avez les funérailles, vous avez l'initiation, vous avez les chants et les danses. Et donc tout ceci se passe dans un laps de temps donné. Donc, quand vous avez les fêtes saisonnières, par année, vous avez des fêtes par promotion, par période. Donc, pour les semailles, par exemple, vous avez des fêtes qu'on appelle Koutiati. Pour, à la fin de la récolte, vous avez Moussotier, où le Tipen qui est dansé. Avec les instruments, les outils utilisés en ce moment. Donc, pour faire un inventaire, il faut tenir compte de toute cette périodicité pour aller vers les populations et donc pouvoir inventorier, donc renseigner donc sur la fiche quel est le type de chant, le type de chant ou le type de danse, quel est son historique, il se rapporte à quoi, pourquoi cette danse est de telle façon. Alors, l'élément le plus reconnu à ce peuple, ce sont les Tata Somba en réalité. Est-ce qu'on peut compter ça dans le lot du patrimoine culturel immatériel aujourd'hui? Oui, ce que les gens ne savent pas, le Tata lui-même est lié donc à la vie donc, du peuple tamari.
Donc la naissance, à la naissance, vous avez, c'est sur la terrasse qu'il faut donc faire donc, ce qu'on appelle la sortie de l'enfant. Donc ensuite, tout au long de la vie, quand vous avez donc le cultuel, donc le côté, il y a un côté mâle, un côté femelle. Donc quand vous entrez dans le tata, le côté droit, c'est le côté mâle, et le côté gauche, c'est le côté femelle. Et donc c'est ainsi que les ustensiles, la cuisine, le foyer sont du côté femelle. Oui, et vous avez l'hôtel. L'hôtel où on fait, donc c'est du côté mâle. Donc les instruments de chasse, sont du côté mâle. Et donc, quand vous prenez l'hôtel par exemple, l'hôtel lui-même est un élément du patrimoine culturel donc, immatériel. Donc du coup, Tata Somba, c'est patrimoine culturel matériel et immatériel. À la mort, sans le tata, on ne peut pas vous enterrer si vous êtes un Otamari, parce qu'il faut pouvoir vous interroger. Pour vous interroger, il faut un tata, parce que vous devez, si vous êtes femme, vous piétinez du côté femelle, donc du côté gauche. Si vous êtes homme, c'est du côté droit, on vous interroge. Et même, bon, ça ne serait pas un secret, même dans les cérémonies qui conduisent donc à l'enterrement, il y a une étape capitale. Il y a une étape capitale où on doit faire une cérémonie en vous appelant au travers de la terrasse. On comprend donc que c'est un peuple vraiment riche de par donc, sa culture et ses manifestations. Est-ce que tout ça peut être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Oui, bon, pourquoi pas si le Bénin s'y engage, puisque le Koutamakou est inscrit en tant que patrimoine du côté du Togo, il va falloir tout simplement faire une extension. Pour rapidement, pour vous faire comprendre... Juste en quelques secondes, ce sera tout. Oui, pour vous faire comprendre, c'est que pour cet inventaire, il faut donc absolument prendre tout le temps qu'il faut. Quand vous prenez l'initiation chaque 4 ans, et donc il y a des trucs, il y a des fêtes saisonnières et autres, donc vous prenez dans 1 an et 4 ans, donc au moins sur 4 ans, pour pouvoir mieux inventorier et sauvegarder surtout. Parce que sauvegarder, c'est pérenniser. Il ne s'agit pas d'aller tout simplement inventorier, de laisser tomber. Donc il faut pouvoir mettre en place une stratégie de mise en valeur pour pouvoir pérenniser, sauvegarder cette tradition qui se détruit à cause de l'exode rural, de la scolarisation. Mes enfants aujourd'hui ne connaissent réellement pas ce que c'est que le patrimoine culturel immatériel Tamari. Assum Gaba, merci vraiment pour le choix du sujet. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci. On ne s'en lasse pas. On aura peut-être l'occasion de revenir sur le sujet. C'est très cool. Je pense que c'est un sujet qu'on aura à développer sur un plateau forum. Voilà, en 52 minutes, on a le temps de pouvoir vraiment aller au fond. C'est très cool, je ne suis moi-même pas très satisfait. D'accord, merci, on aura l'occasion de vous... C'est promis, donc très prochainement. Le rendez-vous est pris. D'accord, ok, merci. Merci beaucoup. Merci, restez un peu avec nous, le temps qu'on ne passe à une autre rubrique, heureuse d'annoncer qui s'impatiente, eh bien, nous allons l'accueillir. C'est la rubrique Nature et Bien-être. Nature et Bien-être, ce soir, revient sur la lèpre. Après avoir parlé des signes annonciateurs, on vous parle de notre aspect. Ce soir, après avoir suivi ce reportage d'Heureuse d'Anondé, posé par Amandine Agnambosso. La lèpre, une maladie infectieuse provoquée par une bactérie. Le germe en cause, c'est le bacille de Hansen. Ce germe se trouve particulièrement dans les salives. Ça se contamine par les voies aériennes. Quand un malade parle avec quelqu'un qui est sain, là, ce malade peut lui donner la maladie par les gouttelettes de salive que l'autre peut aspirer. Les facteurs favorisant la contamination du mal peuvent être une alimentation malsaine, une mauvaise hygiène, mais surtout un système immunitaire affaibli. Normalement, une fois qu'on a été contaminé, normalement, ça doit faire au moins 4 ans avant de commencer par se signaler. Quand le malade est vu très tôt et on entame le traitement aussi très tôt, là, ça se guérit sans séquelles. Mais le malade qu'on a vu tardivement, les nerfs sont déjà bouffés, les extrémités, les terminaisons digitales sont déjà aussi fixées. Donc, ça amène les pertes des doigts, les pertes des pieds, les doigts de pied, les pertes des doigts de main.
Suite à une contamination, comment reconnaître alors les symptômes d'une éventuelle lèpre sur le corps? J'ai commencé par sentir douleur. Après, a commencé, elle a dit que ça va cesser et ça ne cesse pas. Bon, il semble que si je n'ai pas venu ici, je vais mourir. C'est à cause de ça que mon parent a dit qu'on va m'amener ici. Cette maladie est très compliquée. Elle apparaît subitement et se manifeste par des inflammations des pieds et des mains. Au Bénin, elle est encore trop présente et depuis 10 ans, il est enregistré en moyenne 200 cas de lépreux chaque année. 200 cas de lépreux chaque année, les chiffres sont là. Est-ce qu'ils ont évolué? Eh bien, on a quelqu'un sur ce plateau qui pourra nous le dire. Heureuse d'annoncer. Bonsoir. Bonsoir Agnès Bello. On se retrouve Alors, ce soir. Oui. Toujours pour parler lèpre. Toujours pour parler lèpre. Oui. Je vous retrouve, vous, avec beaucoup de plaisir. Le sujet n'est pas moins plaisant. À vos côtés pour en parler ce soir, Jean-Gabin Wezo. Il est le coordonnateur de la lutte contre la lèpre au Bénin. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous revenir sur le sujet. C'est moi qui vous dis merci. Je suppose que ce soir, on aura le temps d'aller en détail. Je le suppose aussi. Si Yasmine Damanta, la chef d'édition de ce soir, peut nous accorder quelques minutes au cas où on n'aurait pas tout dit. Ce serait On très bien. verra En bien. tout cas, on va y aller. D'accord. Alors, docteur, on a suivi le reportage un peu comme hier. Vous avez annoncé les signes, bon, présenté les signes annonciateurs, voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la maladie de la misère? Est-ce que c'est uniquement les miséreux qui en souffrent? C'est simple à comprendre. Bien, la misère fait C'est partie simple à des comprendre symptômes. dans la mesure où la lèpre est une maladie de l'environnement. Ah, d'accord. Et donc, elle sévit dans les populations qui vivent dans un milieu précaire avec des situations d'hygiène délétères. Délétères, ok. Et c'est pour ça que on les retrouve beaucoup plus dans ce rang-là. Il faut dire que ces malades vivent aussi dans des coins reculés et n'ont pas facilement accès aux soins de santé. Est-ce à dire qu'en ville, on retrouve moins de lépreux? Disons oui, de moins en moins que par le passé. Mais il faut dire que la problématique de la lèpre en ville rejaillit parce que la ville, il y a aussi la promiscuité. Je vous ai dit tantôt que la lèpre, au nombre des facteurs favorisants, il y a la promiscuité. Oui. Donc cet élément peut déterminer la présence de la lèpre en milieu urbain. Donc, dans les maisons où on retrouve par chambre 10 personnes ou 20 personnes. Oui, oui, parce que ce n'est pas aéré, l'environnement est tel que restreint, oui. Et on partage, la même quantité d'oxygène, ça peut favoriser. Ajouter à la question d'immunité qui varie d'un individu à un autre. D'accord. Voilà. Si on comprend alors que c'est un mal de l'hygiène et de l'assainissement, alors est-ce qu'on peut dire que pour prévenir le mal, il faut assainir votre environnement, tout simplement, ça suffit pour prévenir le mal? Avant de répondre à votre question, il est important, puisque nous coordonnons la lutte contre la lèpre, d'expliquer un peu comment la lutte est organisée au Bénin. D'accord. La lutte est organisée autour de 8 centres de traitement anti-lèpre répartis dans tout l'ensemble du pays. Et nous avons 77 communes. Il y a dans chaque commune un infirmier formé, rompu à la tâche, qui coordonne la lutte dans la commune. À partir de cet instant, en termes d'action, il faut dire que la stratégie mondiale de lutte fixe 3 objectifs. Lesquels? Le premier, c'est d'essayer d'avoir 0 cas d'incapacité due à la lèpre chez les enfants. Le deuxième objectif, c'est de réduire l'incapacité
chez les personnes âgées, les adultes, de moins d'1 cas par million. Il faut dire que dans la situation du Bénin, Oui. pour ce qui concerne les chiffres de 2018, nous sommes à 5 cas pour 5 millions, pour 1 million d'habitants. Ce qui L'objectif fait, n'est pas encore atteint. l'objectif n'est pas encore atteint, ce qui veut dire que nous avons encore du travail. Le troisième objectif, c'est de faire en sorte que les pays aient des législations qui luttent contre la discrimination. Parce que la lèpre est une maladie Qui depuis handicape un peu. avant même Jésus-Christ était une maladie qui handicape et qui fait que les gens sont stigmatisés. Et le jusqu'en 2019, aujourd'hui, la lèpre exclut toujours. La lèpre exclut parce que les malades eux-mêmes, Déjà parce qu'ils sont sont complexés. ils sont méprisés, s'auto-stigmatisent. Ah, d'accord. Alors, en termes de la prévention, Mhm. il faut dire que actuellement, depuis l'année dernière, il y a la mise au point d'un vaccin qui est lancé. Ah bon. Ce C'est qui pour renforcer peut- l'immunité? C'est pour renforcer l'immunité, mais c'est encore en essai parce que les premiers tests ont été faits l'année dernière en octobre Les essais sont concluants? pour chez des sujets sains. Et donc on attend, puisqu'il faut une cohorte pour tirer les Et les conclusions. introduire en milieu risqué. Voilà, donc en ce moment, on aura les résultats. Mais pour l'instant, oui. pour l'instant, nous faisons des actions en communauté qui passent d'abord par la sensibilisation de la population dans les villages pour expliquer la maladie, parce que la maladie fait peur. Expliquer que quand vous avez un malade lépreux qui est mis sous traitement, il n'y a aucun risque. Dès qu'il a commencé le médicament, il n'y a aucun risque. Il ne représente plus un danger Il n'y a pour ceux qui aucun sont proches danger de lui. pour ceux qui sont autour de lui. On peut manger avec lui, on peut dormir avec lui, on peut faire tout sans risque. La deuxième action que nous menons, c'est de faire des dépistages précoces D'accord. dans la communauté en faisant des consultations dermatologiques. Comment vous Ce choisissez qui- les zones Ce qui où permet... ça se fait sur le territoire au même moment, le dépistage? Dans les statistiques, comme je l'annonçais la dernière fois, il y a des foyers Ok. d'endémie. Quand vous prenez le Bénin, Oui. au nord-ouest, nous avons les communautés de Materi, Bukumbe, Tchokuntuna qui sont fortement endémiques. C'est-à-dire que ce sont les régions les plus... Les plus touchés, les plus exposés au mal? Disons Je que ce voulais sont... parler des salubres. Ah non, on ne va pas faire ce lien. non, Rosa, non, attendez. non, on parce fera que pas là, ce c'est pas lien. dans tout... Il faut le dire. Non, disons que tout le Bénin est endémique de la lèpre. D'accord. Mais l'endémicité varie D'une d'un région à une milieu autre. à un autre. Est-ce que c'est Mais- seulement lié à la salubrité? C'est ce que Heureuse Danodé voulait demander. Oui, prioritairement, c'est une maladie de l'environnement, donc c'est lié à la situation d'hygiène d'environnement. Et donc, dans les statistiques, comme je disais tantôt, au nord, c'est le Matériel. foyer de la Takora. Mhm. Dans le sud, disons au centre, c'est le foyer à Bomé, Dija, Agbanizon. Surtout Au niveau du plateau d'Abomey, Dija. alors. Dija. Ensuite, quand nous allons dans le sud-ouest, c'est la zone de Plahoué, Tchakotome, Dogo. Mais dans le sud-est, c'est le plateau, D'accord. notamment Pobé, Adjavere, Ketou. Aucun département n'est à Alors, l'abri, peut-être les collines? Aucun département n'est à l'abri. Dans le zoo, il y a aussi des foyers dans Zanyanando et Wenhi. D'accord. Mais Alors, est-ce nous que- avons plus intensifié, dans un contexte de rareté de ressources, nous avons intensifié ces actions de sensibilisation, de dépistage précoce à travers des consultations forêt. Et je disais tantôt que ces consultations dermatologiques nous permettent tous azimuts de consulter pour des maladies de peau et non plus chercher la lèpre, mais c'est au milieu de ces malades qui viennent pour des consultations dermatologiques que nous découvrons les lépreux, on les traite et on traite les autres affections dermatologiques Mais moi, ma pour question, je vous permettre arrête à la communauté Mhm. de bénéficier des soins. Des soins. Mais est-ce que, selon vous, toutes ces actions que vous menez, vous sentez réellement leur impact
Est-ce que vous avez déjà des chiffres disponibles pour 2018? On a eu les chiffres de 2017 hier. Est-ce qu'il y a une baisse du nombre de nouveaux cas surtout? Comme vous avez pu le constater dans le reportage tout à l'heure, depuis une dizaine d'années, nous évoluons en moyenne autour de 200 cas par an. Alors, quand on compare les chiffres de 2017 à ceux de 2018, nous sommes passés en chiffre absolu de 50 à 250 nouveaux cas dépistés à 154 cas en valeur absolue. Mais ça ne veut pas dire que on est resté stable. Mais nous pouvons aussi, nous ne pouvons pas avoir une idée des personnes qui sont laissées en rade. Parce que les malades, comme je vous ai dit, se cachent. Oui, à cause de la stigmatisation. À cause de la stigmatisation. Donc c'est en intensifiant les actions que nous pouvons avoir. Mais nous pouvons dire, nous avons constaté aussi que les malades qui ont des infirmités, c'est-à-dire des incapacités. Parce que souvenez-vous que nous avons discuté, en parlant la dernière fois, nous avons dit que le microbe a beaucoup plus un tropisme pour le nerf. Et le nerf, comme nous le savons, a 3 fonctions. La fonction, les 15 minutes ne vous ont pas suffi encore. Qui permet à l'élasticité de la peau, mais la fonction sensitive qui permet de sentir, mais la fonction motrice qui nous permet d'agir et d'interagir. Alors, quand le nerf est atteint, toutes ces fonctions sont aussi atteintes et donc il y a des difficultés. Nous avons dépisté sur ces 154 nouveaux cas, nous avons eu 32% avec des infirmités. Cela pose encore un problème et nous dit que nous avons du travail à faire. Mais il faut retenir que lorsque vous intensifiez les activités comme ça, vous arrivez à sortir, isoler du lot les cas qui sont cachés. Et plus vous travaillez, c'est au fil de l'année que vous allez voir la courbe s'infléchir. D'accord, donc on espère vivement qu'en 2019, la courbe va s'infléchir. On aura moins de nouveaux cas. Aniat, il paraît que, bon, ce n'est pas notre souhait. On peut peut-être avoir le microbe dans notre organisme là où on est. Malheureusement, ça ne se remarque pas systématiquement. J'aurais aimé que vous finissiez avec une bonne nouvelle. On revient sur ça alors. Oui, donc, on revient sur ça demain. Dans tous les cas, l'espoir est permis et nous continuons la lutte. En tout cas, pour nous, le combat continue pour un monde avec 0 cas de lèpre. D'accord. Alors, nous allons passer à présent à une autre rubrique, l'expert. Voilà, avec l'expert, ce soir, on s'intéresse au choix du poste téléviseur. Quand on parle du numérique, nous recevons pour vous Abdelfadel Issifou. Il est ingénieur en informatique et réseau télécom. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir partagé. Donc, avec vous, on parle du choix du poste téléviseur. Avant tout, dites-nous un peu, qu'est-ce qui va changer dans le fonctionnement des postes téléviseurs avec la diffusion en numérique? Ok, merci madame. Il faut noter que le numérique vient changer beaucoup de choses, mais en réalité, c'est un plus qui vient. C'est un plus qui vient parce que le numérique viendra forcément avec ce qu'on appelle les décodeurs, un démodulateur, qui va recevoir le signal et qui sera retransmis via nos écrans de télévision. Donc un changement, oui, mais c'est en fait un plus qui vient s'ajouter à ce qu'on a déjà en fait. D'accord. Oui. Alors pour pouvoir profiter de tous ces avantages-là, qu'on est censé avoir avec le passage au numérique, quels sont les critères pour choisir sa télévision? Oui, merci. Le choix, les critères pour choisir sa télévision, aujourd'hui, il faut noter qu'il y a plusieurs types de télévision sur le territoire national et à l'international. Nous avons plusieurs technologies disponibles. En fait, tout de suite, les critères pour choisir sa télé, vu qu'on est à l'ère du numérique, il faut carrément viser les télévisions dont les technologies sont récentes. Je veux parler des technologies LED, OLED, des Ultra HD, voilà, ou des 4K. En fait, réellement, pour celui qui veut acheter maintenant, c'est mieux d'aller vers ce type de technologie, en fait. D'accord.
Mais ce type de technologie aussi ont un coût, hein, c'est-à-dire que les autres types de télévision ne pourront pas permettre d'avoir des images de qualité avec le passage au numérique. Non, pas forcément ça. Vous savez, aujourd'hui, quand une technologie sort, c'est qu'elle tient compte des préalables, tient compte des technologies précédentes. Donc, il y a forcément la qualité d'image qui est de mise, mais ce qu'on a déjà actuellement fonctionnerait. Il n'y a pas à changer forcément sa télé, non. Il n'y a pas à changer forcément sa télé. Pas forcément. Vous voulez dire que les écrans cathodiques qu'on appelle Gogono, ici et à Cotonou, on peut toujours les utiliser? Bien sûr, on peut toujours les utiliser parce que vous savez, ces décodeurs ont des périphériques d'entrée qu'on appelle des ports RCA qui peuvent être utilisés parce que forcément les modulateurs qui seront mis sur le marché ou qui sont déjà même sur le marché ont forcément ces ports-là qui permettent en fait aux téléviseurs déjà là disponibles de pouvoir toujours recevoir les images en qualité numérique. D'accord. Revenons un peu donc sur les différents changements induits par le passage au numérique. Qu'est-ce qui change véritablement pour le téléspectateur avec sa télévision? Qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est sa façon de l'allumer? Ce sont seulement les images? Qu'est-ce qui change véritablement? Oui, ce qui change en fait dépend en fait du type de téléviseur que le client a et que le téléspectateur du moins ça a. Si on prend l'exemple des télévisions, comme vous l'avez dit, les Gogono, en fait. Donc, ces téléviseurs ont forcément besoin d'un démodulateur, d'un décodeur qui sera forcément connecté à ce téléviseur. Donc, du coup, il faut forcément avoir deux télécommandes. On allume la télé, oui, mais après, on utilise la commande du décodeur pour zapper. Donc, que ce soit aussi les télévisions, il y a les télévisions LED ou OLED et autres, qui n'ont pas aussi de la technologie embarquée, intégrée. Donc, ceux qui n'ont pas les décodeurs incorporés, qui ont ces fonctions, auront toujours forcément besoin du démodulateur qui s'ajoute. Donc, du coup, on fera avec les décodeurs. D'accord. Donc, je pense que ce qui change d'abord, c'est que le téléspectateur aura beaucoup plus de télévision. Là, on aura besoin du décodeur, on aura tout un programme de chaînes. Est-ce que la qualité de l'image aussi va changer? Oui, la qualité d'image change. Déjà, vous savez... En fonction du téléviseur ou pour tout le monde? Pour tout le monde d'abord et en fonction aussi de la qualité du téléviseur. Déjà pour tout le monde parce que ceux qui sont encore à l'étape de l'analogique, qui reçoivent les images en analogique, sentiront forcément une nette différence parce qu'il n'y aura plus des histoires de va tourner l'antenne à gauche, va tourner l'antenne à droite. Non. La qualité d'image, on aimait bien ça. Voilà, donc la qualité d'image sera forcément radicale. Il n'y a pas de truc dessus, non. Il n'y a pas de guéri. Et qu'en est-il du son? Du son, forcément. L'image va forcément avec du son. Donc, la qualité du son, forcément, sera meilleure. Donc, il n'y a qu'à souhaiter ça. OK. Mais en termes de coût, est-ce que ça va coûter plus cher de pouvoir faire passer sa télévision vers le numérique et tout? Non, ça ne va pas coûter cher. De toute façon, les autorités compétentes sur le terrain sauront comment faire pour faciliter la tâche à toute la population. Sinon que c'est juste le démodulateur qui sera un plus. C'est-à-dire c'est le coût juste à l'achat et peut-être à l'antenne. Bon, certainement que les dispositions seront prises pour... Alors, pour l'antenne aussi, c'est possible qu'on va devoir s'en passer ou bien on pourra toujours garder cela et avoir des images? Bon, il faut forcément changer de l'antenne. Ouais, il faut changer l'antenne, oui. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses qui doivent changer, mais qu'on ne nous dit pas. Dites-nous tout. Non, en fait, c'est deux trucs. C'est juste pour la réception en fait, des signaux. Oui. Il faut que le décodeur reçoive les signaux pour pouvoir les démoduler. Donc, du coup, le décodeur sera forcément connecté sur une antenne qui reçoit forcément les signaux. Donc, bon, par rapport au coût, je ne saurais me prononcer dessus. Mais de toutes les façons, il est mieux d'avoir envie de regarder sa télé que d'avoir rechigné en fait autour de sa télévision. Voilà. D'accord. Alors maintenant, levons l'équivoque. Hein. Vous avez dit que pour le choix du poste téléviseur, il faut aller beaucoup plus vers les technologies à évoluer, l'aide. Mais quand vous êtes ignorant de la chose et que vous vous rendez dans une agence ou dans une boutique pour acheter la télévision, on peut vous vendre une télévision moins récente au prix du récent et vous vantez tous ses mérites. Comment on identifie une télévision qui est apte et prête pour le numérique? Oui, ben, vous savez, pour le moment, je ne vais pas me prononcer trop sur où s'orienter, mais déjà, est-il que quand quelqu'un veut acheter sa télévision, il peut prendre le temps, soit de se rapprocher de quelqu'un connaisseur pour mieux avoir une idée en fait globale sur ce qui lui va aussi, parce qu'on peut aller dans une boutique vouloir acheter une télévision, on peut l'acheter réellement la qualité qu'on veut, mais peut-être à un coût plus cher que ce qu'on aurait cru. Donc l'idéal, c'est d'aller voir forcément un expert ou carrément de faire de boutique en boutique
avoir une idée des technologies qui sont disponibles et après faire un choix et repartir faire son achat. Simplement, oui, c'est Mais mieux. moi, je me demandais si sur les télévisions, c'est marqué quelque part numérique ou TNT, quelque chose qui vous permet au moins de savoir qu'au moins avec ces télévisions, avant on pensait qu'il suffisait juste que l'écran soit plat pour qu'il soit bon pour le numérique. Aujourd'hui, on nous dit non, ça ne suffit pas pour pouvoir avoir la meilleure qualité d'image. Est-ce qu'il y a des astuces pour reconnaître une télévision qui est vraiment idéale pour le numérique? Bien sûr, il y a déjà beaucoup de télévisions, c'est écrit Full HD ou HD ou HDMI qui présentent en fait déjà le nécessaire qu'il faut pour forcément passer dans du haut numérique. Oui. Donc du coup, quand on a un téléviseur HD, Full HD ou LED, les LED ont souvent ces ports déjà en HD, des ports HDMI qui sont réellement essentiels pour une haute qualité d'image. Donc déjà une télévision LED, OLED, 4K ou Ultra HD, en fonction de la bourse d'un chacun, on peut se faire ce plaisir. Il n'y a plus de tricherie dessus. C'est facilement reconnaissable en fait. Ouais. Ok. Maintenant, pour ceux qui avaient déjà leur écran cathodique qu'on a appelé Gogonon, à part le décodeur, est-ce qu'il va falloir peut-être adapter d'autres ouvertures, d'autres fonctions? Parce qu'avec les télévisions beaucoup plus sophistiquées, vous le savez, il y a plein d'offres qui existent. Est-ce qu'on peut combiner aussi pour avoir ces offres-là avec les autres télévisions? Oui, ils peuvent toujours combiner, hein, mais de toutes les façons, les télévisions analogiques, comme on le dit, ont des ports, des orifices qui permettent de recevoir les décodeurs numériques. Donc, il n'y a pas à tout de suite s'acharner à changer forcément sa télé. Tout de suite, ils peuvent garder leur télé. Et pour s'adapter, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première étape? Pour s'adapter, c'est d'abord d'acheter le décodeur qui sera mis sur le marché ou les décodeurs qui sont déjà sur le marché et à les avoir, à les connecter à sa télé, c'est tout. Et après, on peut changer parce qu'on aurait voulu avoir mieux. Voilà. Donc, c'est tout. Maintenant, vous, en tant qu'ingénieur en informatique réseau télécom, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'avec ce passage au numérique, les téléspectateurs en sortent gagnants? Oui, forcément, les téléspectateurs en sortent gagnants parce que déjà, on a le plaisir de regarder la télévision. Et c'est ce plaisir qui fait que voilà, quand les chaînes comme le RTV évoluent, il faut avoir plaisir de regarder une chaîne. Donc, il faut d'abord avoir une bonne qualité d'image devant sa télévision. Voilà. Une bonne qualité d'image et une bonne qualité de son aussi. Surtout le son, oui. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on aura des experts? Parce que c'est aussi ça. Hein. Avant, on avait nos dépanneurs, ils ne savaient toucher aux télévisions. Aujourd'hui, la télévision évolue. Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes là qui vont nous réparer nos postes téléviseurs quand ils seront gâtés? Bon, il y a de nouvelles personnes. De toutes les façons, il y a des experts de jour en jour qui sortent des écoles et des centres de formation. Mais il ne faut pas oublier aussi que le dépanneur de la rue ou de l'avant, dans l'avant du moins, s'adapte au jour. Donc, il actualise ses connaissances. De toutes les façons, pour la question de maintenance et autres, il y aura forcément des gens pour le faire. Non, mais justement, hein, ne nous dites pas juste que ça. Pour la maintenance, est-ce que c'est possible de le faire soi-même? Parce qu'avant, on avait des experts qui pouvaient tout seuls colmater des brèches, arriver à détecter la panne. Est-ce qu'avec les nouvelles télévisions, c'est plus compliqué? Peut-être que le système ou le circuit intégré est différent? Non, il n'y a rien de compliqué. De toutes les façons, comment le dire du moins, il y a des experts sur le terrain, il y a des antennistes qu'il faut appeler pour faire carrément de bonnes installations. Et de toutes les façons, vous aurez leur contact. À tout moment, vous pourrez les recontacter en cas de petit pépin, il n'y a pas de souci. D'accord. Maintenant, quel est l'apport de l'ingénieur en informatique et réseau télécom que vous êtes dans le processus du passage au numérique? Oui, mon apport est tout simple. De toutes les façons, nous sommes en arrière-plan et c'est nous qui faisons un peu de tout ce que les gens appellent technologie et autres dans nos unités de production ou autres. Mais en réalité, ce que moi je vais dire, c'est que la population accepte d'entrer dans le numérique parce que c'est déjà une obligation. Mais en plus, de ne pas stresser tout de suite. Il faut garder son téléviseur, de ne pas paniquer, garder son téléviseur, attendre le passage au numérique, recevoir son démodulateur et au moment opportun, aviser s'il faut changer ou il faut garder. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire à la population. Donc, pour l'instant, rien à craindre. Non, rien à craindre. Le passage se fera en douceur. En douceur, il n'y a pas de souci. Merci à vous, Abdel Fadel Issifou. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, on a parlé du choix du poste téléviseur qu'il faut pour le passage au numérique. Nous allons rejoindre la rédaction pour le journal. Nadia Soni est aux commandes.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Le Bénin dispose désormais d'un code pétrolier, un document qui vise à renforcer la maîtrise de l'État sur son patrimoine minier. Un accord de siège vient d'être renouvelé entre le gouvernement béninois et une ONG française qui œuvre dans l'humanitaire. Le compte rendu de cette séance dans un instant. « 80 000 tonnes de mangue et d'anacarde vont être transformées au Sénégal. C'est chose possible grâce au projet Acropole Sud financé par ONUDI. Plus de précisions dans ce journal. Le Bénin se dote d'un nouveau code pétrolier. Ce document juridique a été voté à l'unanimité lundi dernier à l'Assemblée nationale. Ce code vise à renforcer la maîtrise de l'État sur son patrimoine pétrolier et la clarification du cadre contractuel des opérations pétrolières. Les nouvelles mesures énoncées dans ce code vont permettre à l'État d'améliorer le cadre institutionnel du secteur pétrolier. Ce code vise aussi à faciliter et à rationaliser l'accès aux blocs pétroliers en cas de découverte. Le gouvernement vient de renouveler l'accord de siège qui lie notre pays à l'ONG Comité Tiers-Monde, une ONG française qui œuvre dans l'humanitaire au Bénin depuis plusieurs années. Enoch Nkpati et Mathieu Sokenou ont suivi pour nous la cérémonie. Voici le reportage. Après s'être battu aux côtés des populations vulnérables pour leur bien-être social, l'ONG Comité Tiers-Monde Isigny 40 ans reçoit une fois encore le feu vert du gouvernement béninois. À travers cette signature, elle peut désormais en toute légalité poursuivre ses œuvres humanitaires sur le territoire national. Nos différentes activités au Bénin nous ont permis d'investir en 3 ans près de 400 millions de francs CFA dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de l'éducation des enfants. Au nom des partenaires de l'ONG Comité Tiers-Monde Isigny 40 ans, de l'équipe béninoise et à mon nom personnel, je réitère notre reconnaissance à l'État béninois pour son accompagnement et son engagement à faciliter notre intervention. Tiers-Monde Isigny 40 ans est une organisation française. Elle est active au Bénin depuis 1998. Elle tire son financement de plusieurs sources. À ce jour, cette ONG a à son actif plusieurs réalisations, ce qui d'ailleurs lui a valu le renouvellement de son accord de siège. Le renouvellement de cet accord de siège vous met donc en situation de pouvoir bénéficier de divers avantages importants en termes d'exonération douanière et fiscale, de manière à faciliter, amplifier et à renforcer vos interventions sur le terrain. L'ONG intervient dans plusieurs domaines de la vie socio-économique. Une manière pour cette organisation non gouvernementale d'accompagner le gouvernement béninois qui veut accorder une part belle au social en cette année 2019. Toute personne désireuse d'évoluer dans un domaine a besoin de conseils, de guides, d'appui et d'exemples. Cette relation entre deux personnes qui permet à l'un de partager sa connaissance avec l'autre est le mentorat. C'est un processus qui édifie beaucoup de jeunes entrepreneurs ou non. Augustin Agwemavor est le président du Bénin Yali Alumni. Il est au micro de Louis Koudogbo et Gloria Oni. Le mentorat, c'est une relation interpersonnelle, donc c'est une relation entre deux personnes. La première personne, c'est le mentor, la deuxième personne, c'est le mentee. Donc c'est une relation qui permet au mentee, en fait, disons le plus jeune, le junior, d'apprendre de son mentor. Alors, qu'est-ce qui va en bénéficier? C'est d'abord les jeunes. Donc les jeunes, je dis jeunes, je mets de 18 à 30, 35 ans, même à 40 ans, n'importe qui peut en profiter. Parce qu'on a toujours quelqu'un qui a fait des choses avant nous, quelqu'un qui a réussi dans notre domaine et qui est capable de nous prendre par la main, de nous aider à grandir. Donc n'importe qui peut en bénéficier, mais moi je mets l'accent sur les jeunes, parce que nous les jeunes, on a besoin d'être guidés, on a besoin d'être orientés, on a besoin d'être canalisés, on a assez d'énergie, donc il faut de ce genre de personnes-là pour nous aider. Et quand vous êtes entrepreneur,
pour moi, je dis c'est obligatoire parce que dans le monde, en entrepreneuriat, il est primordial d'avoir un mentor, des gens qui vous guident, qui ont réussi avant vous et qui vous montrent les rouages. Et le mentor aussi est là pour vous ouvrir un peu son carnet d'adresse, d'accord? Il partage surtout son expérience avec vous, il vous inspire, il vous donne du courage, il vous motive à aller de l'avant. Alors, vous savez, c'est à chacun de définir en fait la personne qui veut qu'est le mentor. Donc, il n'y a pas une formation spécifique à suivre. C'est à vous d'identifier dans votre domaine quelqu'un qui a atteint un certain niveau et qui a une référence dans le domaine et vous débrouillez pour vous rapprocher de lui et vous lui faites la proposition. Au Bénin, ici, il y a beaucoup de personnes qui peuvent aider en fonction du domaine. Vous pouvez choisir sur le plan africain, sur le plan mondial. C'est à vous de voir. Ce qui gagne essentiellement, il y a une certaine satisfaction morale lorsque vous dites voilà quelqu'un que j'ai accompagné en 5 ans qui a atteint ce niveau-là. Il a pu le faire, j'ai contribué à la réussite de quelqu'un. Non, c'est plus cette satisfaction-là. Mais au-delà de cela, comme j'ai dit tantôt, il y a l'amélioration de cette capacité de communication, de dialogue, de partage. C'est un peu ça que le mentor gagne. Transformer les produits agricoles et développer le tissu industriel du Sénégal. C'est le but visé par le projet Agropole Sud financé par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel à hauteur de 67 milliards de francs CFA. Reportage. 67 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet Agropole Sud. Il vise à transformer 30 000 tonnes de mangue et 50 000 tonnes d'anacarde. Un comité technique restreint a été installé. C'est ce comité de pilotage qui se réunit aujourd'hui pour préparer une étape phare de ce projet. C'est le lancement des études de faisabilité qui auront lieu à Ziguinchor, concernant plus précisément l'Agropole Sud. Le projet concerne les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDU, est le partenaire technique. L'objectif principal de cette coopération, notamment pour la région sud, dans le cadre des agropoles au sud, ça va être vraiment de contribuer à faire que la région sud va transformer ses produits. Agropole Sud, un projet de l'État du Sénégal ambitionne de développer le tissu industriel. Au-delà même de la Casamance, disons de la zone sud, ça va impacter tout le Sénégal. Et si on arrive à mettre en place les 3 agropoles au nord et au centre, nous aurions réussi ce pari de transformer nos produits agricoles. Après son lancement prévu le 25 janvier 2019, le projet Agropole Sud va valoriser la production agricole. Le but final est de réduire la dépendance aux importations de produits agroalimentaires. Le Fonds monétaire international a annoncé dans un rapport publié le 21 janvier que la croissance économique des pays d'Afrique subsaharienne devrait passer de 2,9% en 2018 à 3,5% en 2019 et à 3,6% en 2020. L'institution a cependant indiqué que plus d'un tiers des pays d'Afrique subsaharienne devraient connaître une croissance de plus de 5% en 2019 et en 2020. Le FMI a par ailleurs abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2019. Il table désormais sur une croissance mondiale de 3,5% cette année. Le fonds laisse toutefois inchangées les estimations d'expansion pour les 2 premières puissances, 2,5% pour les États-Unis et 6,2% pour la Chine. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Merci à vous, Nadia Soni. On a hâte de vous retrouver encore demain pour le journal d'une actualité à une autre. Vous le savez, dorénavant, ActuWeb, les jeudis, il s'agit du rappel de la question de la semaine. Et la question de la semaine dit ceci: que pensez-vous de la sensibilisation sur le respect des couloirs de passage sur nos routes? Que pensez-vous de la sensibilisation sur le respect des couloirs de passage sur nos routes? L'ensemble de vos réponses, Adonis Bohou va nous les lire sur ce plateau demain. Restez donc bien câblés pour avoir le point. Nous passons à présent à la météo. Le rappel surtout pour vous qui venez de nous prendre au vol.
Voilà, aucune envie de vous laisser ce soir, mais je vous recommande fortement de suivre les autres programmes de votre chaîne Bénin Business 24. Notre instant citation à présent, il n'y a pas d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé 20 fois la forme de sa pensée et de sa vie. Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé 20 fois la forme de sa pensée et de sa vie. C'est une citation qui nous vient d'Alphonse de Lamartine. Merci à vous d'être restés fidèles à ce programme. Je vous donne encore rendez-vous à la même heure et toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et surtout, demeurez fidèles à la chaîne BB24.